to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez découvrir ce podcast audio. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'images, mais vous allez les imaginer, ces images. Il faut savoir que du 24 au 29 septembre 2024 s'est tenue la 19e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa, qui est une manifestation importante, phare dans le paysage cinématographique algérien, mais aussi mondial. Et dans la programmation, il y a eu une soirée assez exceptionnelle dans tous les sens du terme. Déjà, il y avait un public plus que nombreux. Il faudrait inventer, je pense, un nouvel adjectif qualificatif parce qu'il y en avait partout. Et c'était vraiment intéressant. Je rappelle que l'Algérie n'est plus une industrie du cinéma et c'est ça qui, en plus de cela, est frustrant. Mais je pense qu'on parlera de ça aussi. Et donc, il y avait une soirée exceptionnelle où on a découvert ou redécouvert, je pense qu'il y en avait très peu, et découvert, il y en avait beaucoup, un film du regretté Moussa Haddad, un cinéaste important dans l'histoire du cinéma algérien et mondial. Le film s'appelle Boualem Zid El Goudam. C'est à la base une pièce de théâtre de Slimane Benaïssa, l'acteur. C'est un film qui avait été produit par la RTA en 1980 et il y a eu un projet de numérisation qui a pu voir le jour à partir d'une copie positive en 16 mm et j'ai un petit texte devant moi, il ne faut pas que je me trompe, c'est important, qui a été conservé à l'Arsenal Berlin Arsenal. Et grâce aussi à l'inestimable contribution de M. Ahmed Bedjaoui, qui était le producteur du film, et ainsi que de la direction de la télévision algérienne, le NTV, et de son directeur des archives. Et tout cela, c'est des informations que nous a donné Nabil Djedouani, qui s'occupe des archives numériques du cinéma algérien et qui était l'un des programmateurs de cette 19e édition. Et c'était donc l'occasion d'avoir un dialogue, non pas de renouer, même si on dialogue souvent hors caméra, mais d'avoir un dialogue avec Amina Haddad, productrice, qui a produit aussi Moussa Haddad. Et on s'est dit pourquoi ne pas prendre comme prétexte ce film, parler de ce film, et puis surtout parler d'elle, de voir un peu d'où elle vient, son parcours, et parler bien évidemment de la situation du cinéma en Algérie, mais aussi la situation du cinéma au monde, parce que l'Algérie est une pièce dans la maison cinéma, et c'est très très important. Alors déjà, première question, comme d'habitude, très simple, et on se tutoie parce qu'on se connaît. Comment vas-tu, Amina ? Je vais bien à partir de ce moment où l'enregistrement commence. Et à l'occasion de cet entretien, oui, je vais bien, je suis dans une très bonne disposition. Ensuite, j'aurai l'occasion certainement de revenir sur ce qui ne va pas. Quand on t'annonce que ce film va être montré à Béjaïa, est-ce que tu te souviens de l'état dans lequel tu te trouvais, de la réaction ? Eh bien, beaucoup d'émotions et un certain niveau d'excitation à ce que ça se réalise. Nabil Djedouani m'a fait part de son initiative, d'abord de sa découverte. Ensuite, il fallait mettre à contribution des partenaires pour que l'opération aboutisse sur une projection au cœur même des rencontres cinématographiques de Béjaïa, de l'édition qui allait suivre. Donc, une fois ça a débrouillé, les autorisations données, le partenaire Institut Goethe a permis de financer cette opération. En préambule, j'espère, non pas à sa numérisation pour ce qui a été fait, mais à sa restauration complète. Et j'espère de notre entretien que ça puisse impulser quelques bonnes volontés pour entourer Nabil Djedouani dans son entreprise de restauration et de récupération de films perdus, ce qui était le cas de Boualem Zid El Goudam. Le titre français, c'est La Charrette, le titre du film. 44 ans après, une résurgence. Sur le plan personnel, Moussa était mon mari pendant 20 ans. Ce film, il l'aimait beaucoup sans que je n'ai eu, moi, l'occasion de le voir. Il en parlait. Ni lui de le revoir, puisque c'est un film qui a été diffusé une seule fois à la télévision. Et plus jamais une autre diffusion s'en est suivie. Et aussi avec ce qui retrace carrément la volonté d'une censure. Cette censure a abouti sur une déperdition matérielle, puisque le film
aurait pu ne plus exister, si ce n'est cette copie qui a atterri à Berlin, à Arsenal, et qui est tombée sur laquelle Jadouani est tombé. Donc oui, alors Moussa est parti en 2019, et tout ce qui me revient de lui, voilà, pour te répondre, me met dans un état de grande émotion. Ensuite, ce monsieur... cette notion d'hommage dans nos contrées, elle est un peu trop galvaudée, et lui c'est quelque chose qu'il insupportait beaucoup de son vivant, quand il recevait des invitations entre guillemets d'hommage à Moussa Haddad. Ce qu'il aimait plutôt, c'est qu'on montre ces films, qu'on fasse rencontrer ces films avec un public j'espère sans cesse renouvelé, comme la pérennité du cinéma. Et pour une fois, c'est pas les vacances d'inspecteur Tarab. Et donc, oui, moi j'ai senti que Moussa était avec nous dans la salle, parce que revoir, enfin pour mon cas et pour la plupart des personnes qui étaient présentes ce jour-là, découvrir Bouhlem Zid El Goddam en 2024, dans un moment où il est plus très aisé de faire se rencontrer les Algériens autour d'un moment d'extase. En l'occurrence, là, on en avait pour la contenance de la salle et même plus. Et toute l'émotion que je viens de décrire, à laquelle je m'attendais dans mon rapport personnel à cette découverte et à l'aboutissement de cette projection, tout ça a été surpassé par le simple fait de me trouver au milieu de plusieurs centaines d'Algériens qui, au même moment, étaient au diapason de plusieurs éclats de rire aux larmes et des applaudissements. Enfin, un moment de bonheur. Ça, pour moi, c'était inestimable. Voilà. Donc, Jadouani et toutes les personnes qui ont contribué à ce que ça se fasse sont à féliciter, ils sont à encourager. Et surtout, on en veut plus. Moi, je veux qu'il trouve, enfin qu'on puisse retrouver Min Qurb Safsaf auprès du peuplier. Aussi un film que je n'ai jamais vu et dont je n'arrive pas à trouver trace, ce qui est le cas malheureusement de plusieurs films algériens. C'est le cas de plusieurs films algériens. Tu as dit un moment que le film finalement n'existait plus. Quelque chose dans ce genre. Alors, je tiens à préciser à tous nos chers auditeurs et auditrices qu'il y a du bruit ambiant, certainement, le bruit de la rue, mais c'est très bien parce que ça renvoie aussi à la projection de ce film à laquelle j'ai assisté, et où il y a quelque chose de riche, de vif, de très dynamique. Tu l'as très bien évoqué, parce qu'il y avait à l'écran des choses qui dataient d'une période qui était 1980 et qui, étrangement, dialoguaient avec la société, l'environnement, l'ambiance de toutes ces personnes qui vivent actuellement en Algérie. Donc il y a une idée de résonance, et et de deux, pour revenir à cette idée de non-existence, c'est quelque chose qui s'est banalisé par rapport à cet héritage, à ce patrimoine, qui est un mot qui est un peu particulier, mais on peut l'utiliser, de ce cinéma-là, qui dit aussi quelque chose de cette société. Et on s'aperçoit que ces films d'antan, finalement, dialoguent énormément avec l'Algérie d'aujourd'hui. C'est très, très bizarre, tout ça. Ah oui, mais c'est une boucle du temps, une boucle du miracle qui a fait un petit bond pendant cette projection en septembre 2024. Moi, je connaissais le contenu du film. J'ai moi-même vu la pièce, et même la pièce qui a été rejouée il y a quelques années, du vivant de Gendouz, Allah yarhamou. Mais le film, non. Et donc, je savais que plus ou moins quelques traits du contenu de la pièce adaptée au film se rattachent au contexte politique de l'époque. Il était question de révolution agraire, il était question de socialisme, il était question de quelques références et des coordonnées sociologiques et politiques qui sont, pour certaines, surannées même. Et donc, je me disais, peut-être qu'on va le voir avec le recul de « Ah oui, c'était comme ça, c'était comme ça, on pensait comme ça ».
à l'époque de tel ou tel sujet. Mais j'étais surprise par l'effet de résonance collective, parce que je n'étais pas la seule à réagir aux choses par renvoi sur le maintenant. Et puis quand on réfléchit bien, on se dit, bon, bah, le schéma s'y prête. Il s'agit bien d'un combat, entre guillemets, d'idées entre un conservateur et un progressiste, hein, si on schématise et qu'on simplifie au minima. Et l'un veut avancer et l'autre ne veut pas avancer, parce qu'on ne sait pas où il veut aller, mais en tout cas, il ne veut pas avancer. Il veut rester en terrain connu, quitte à mourir de faim, quitte à ne pas pouvoir se régénérer. L'autre non plus, on sait qu'il veut avancer, mais le film ni la pièce ne dit pas où il veut aller. Donc il y a cette parabole comme ça sur le schéma du rocher de Sisyphe. Il y en a un qui veut aller à gauche, l'autre qui veut aller à droite. Et puis ils font du surplace. Et le film ne nous dit pas, mais c'est ça qui est génial. Le film ne s'arrête pas sur l'objectif, mais il s'arrête sur cette séquence de dialogue entre ces deux profils. Et cette séquence de dialogue, elle perdure encore maintenant. Après, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre, pour ce qui est de l'Algérie, peut-être l'antagonisme entre islamisme et démocrates. Voilà, on peut y mettre toutes sortes d'antagonismes qui sont contemporains de l'aujourd'hui et les transposer dans cette sublime, délicieuse joute verbale très ancrée dans le mindset algérien. C'est ça qui m'a botté aussi. Les références, on traverse allègrement les 44 ans parce qu'on les utilise encore, elles font foi. Je veux dire, les références rhétoriques. Les renvois sur... voilà, les renvois sur l'hnousha, par exemple, tu sais, quand il dit je ne mange pas du serpent, et c'est encore d'usage que de nommer... Au début du film, ça, je crois. C'est encore d'usage que de nommer les services d'ordre, je dirais ça sous ce vocable en civil, de hnousha. Et donc, ouais, bien sûr qu'il y avait des moments hilarants parce qu'on allait de surprise en surprise à dépasser notre préjugé, de dire on est là pour voir un film des années 80, il va y avoir des grains, il va y avoir pas du tout le même standard visuel auquel on est habitué, et le propos, mais je dis bien le propos du film, nous rattrape parce que il nous a fait du bien. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que pourquoi ça nous a fait du bien ? En dehors du rapport nostalgique qu'on peut développer avec ce genre d'objets filmiques qui traversent le temps comme ça, qui nous vient de là où il était caché, où il aurait pu rester caché. Ce qui n'était pas heureux de découvrir, c'est que cet espace de dialogue, je reviens sur cette séquence dialoguée, cet espace de dialogue entre deux personnes qui se situent de deux bords des thématiques qu'ils ont abordées, il a été réduit à rien. Et en fait, voilà, c'est le kiff de cette projection, c'est le son, l'image, oui, la rencontre d'un auteur dramaturge et d'un cinéaste qui a su mettre ses mots en images, et pour un sujet sédentaire et dans le désert, il y avait des choses qui sont vraiment... qui ont retenu mon attention, de spectatrice, hein, pas d'amoureuse. et puis il y a le verbe, et puis il y a l'intention de ce débat d'idées. Alors les idées fusent encore en Algérie, mais l'espace pour les mettre en confrontation a quasi disparu. Et je pense que c'est ça qui nous a fait du bien. En fait, il y avait de l'exaltation, moi j'ai senti ça. Il y a eu un effet d'exaltation. Alors c'est bon à vivre sur le moment. On est tous dans cet état très très haut comme ça, dans le comment dire, dans le frétillement. Mais juste après, effet qui se coule. Juste après, dès qu'on y réfléchit un peu, on se dit purée, merde. Il a fallu qu'on retrouve un film des années 80. Celui-là ou d'autres, hein, parce que le constat est le même sur beaucoup de films de cette époque-là, où on est frappé de constater qu'il y a un recul
de l'exercice de la liberté créative. Il y a une chose que tu n'as pas oubliée, elle est tellement évidente que parfois on pense en avoir parlé ou alors on l'habite, c'est que nous l'avons découvert en 2024, après la décennie noire, donc il y a aussi des choses qui sont assez fortes. Tu parles de ces deux personnages, Gendouzi et Benaïssa, Slimane Benaïssa. Slimane Benaïssa, si on schématise très vite, c'est le progressiste, et Gendouzi, c'est le conservateur. Il y a cette idée de charrette, tu me disais hors micro que le titre français c'est la charrette. Effectivement, il y a une charrette qui est peut-être le point de liaison, la passerelle, mais c'est le progressiste qui accepte que le conservateur soit dans cette charrette et c'est lui qui le tire. Donc il y a quand même un dialogue assez particulier. Ce film est fait en 80. Ensuite, il y a La décennie noire. Et j'aime bien me dire comment le film, aujourd'hui, pourrait nous habiter par rapport à ce qui s'est passé avec La décennie noire. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne dis pas on, mais est-ce qu'une certaine partie de la population aimerait, on sort un peu du cinéma, je l'avoue, mais on va y revenir très vite, tirer cette charrette avec une autre partie de la population qui se trouve sur cette charrette. Est-ce que vraiment il y a encore cela ? Alors, si on retrace ce que la séquence temporelle que le film, de sa disparition à sa réapparition, a enjambé. Donc, environ 8 ans après, on est en 88, soulèvement populaire, ouverture de l'Algérie sur la démocratie, le multipartisme, la liberté de presse et de médias, etc. S'en est suivi malheureusement environ 10 années, symboliquement on dit 10 ans, mais bon, tout le monde sait que c'est 10, 15 ans. Oui, parce que ça s'est un peu perpétué au-delà des années 2000. Perpétué au-delà des années 2000. Ouais, au bout de cette décennie symbolique lourde, noire, rouge, moi je l'appelle les années de lutte antiterroriste. Tu vois, pour pas être obligé de s'aligner sur la guerre civile ou pas la guerre civile ou d'autres dénominatifs symboliques. Je dis voilà, c'était en tout cas, tout le monde était en lutte contre le terrorisme en Algérie pendant les années 90 et le pendant de quelques années de plus. Ensuite, s'en est suivi les 20 années de Bouteflika. Je veux dire, on ne touche pas du doigt les 10 ans de lutte antiterroriste. Mais il y a, entre-temps, nous sépare 20 ans de Bouteflika. Donc 20 ans de Bouteflika, c'était un morceau aussi. Et c'est pendant ce morceau-là, parce que bon, j'ai pas envie trop d'aller dans l'analyse politique, mais j'essaie toujours de rattacher ça au cinéma. Ouais. Hein, je perds pas de vue j'aimerais parler de culture et de cinéma. Pendant les années 90, il n'y a pas eu de renoncement à la culture. Il y a eu une baisse de la production cinématographique, certes, parce que c'est des années pendant lesquelles, en 95 et en 94, on a vécu la dissolution des entités institutionnelles qui s'occupaient de production cinématographique, suite à quoi, je le dis vite fait, les réalisateurs qui étaient salariés de ces institutions, de l'ONSIC, le NPA, etc., se sont vus dans l'obligation de créer des boîtes de production et l'exercice du cinéma a été livré à l'entreprise privée. Bon, avec un recul de 3-4 ans, la plupart de ces boîtes ont dû fermer par manque d'exercice de cette façon-là. Et puis les choses se sont rétablies pendant les années 2000 jusqu'à voir fleurir plusieurs sociétés de production prospères et qui ont signé bon nombre de films récents, j'allais dire. Et donc, il y a ça, et si je conduis le film à la fin du bloc bouteflikaien, donc il y a un bloc autoritariste, soft par une embellie financière et économique qui le rendait supportable, mais dur par la volonté coûte que coûte de perpétuer une caste politique dans le pouvoir à la tête du pays.
là, on est en 2019 et en 2019, il est arrivé un épisode libérateur qui est le Hirak. Un épisode qui a duré 2 ans, 2 ans pendant lesquels on aurait pu faire 1000 films, et 1000 films étaient au rendez-vous, disons au démarrage de cet événement à la sociologie si particulière, un peuple en contestation ultra pacifique et qui a misé sur le changement radical avec une revendication politique, mais purement politique. Il n'y avait pas de place à la revendication ni économique ni financière pendant le Hirak. Il ne s'agissait que de changement politique et de revendication et de formulation politique de la chose. Et ce n'était pas obtenir le changement au bout d'un grand soir, non. Les gens se sont installés dans un exercice lent, répété, c'était toutes les semaines. Les étudiants aussi, c'était toutes les semaines, à petits coups de marche très agréable à voir et à filmer, avec une sociologie extraordinaire, parce qu'il y avait tout le monde. Voilà, il y avait, tous les Algériens étaient représentés pendant ce mouvement révolutionnaire du Hirak, qui n'a pas été révolutionnaire puisqu'il a été stoppé, mais qui continue à creuser. Et voilà, c'est tout ce vécu qui nous est commun, à nous les Algériens, qui a fait que on n'a pas résisté à l'exaltation devant une telle surprise. Parce que la projection de Boualem Zid El Goddam au sein des rencontres cinématographiques de Béjaïa, qui va glaner, dont l'équipe va glaner les dernières productions, parce que c'est ça vers quoi on tend à voir. J'en profite pour dire que ce qui pourrait accompagner l'activité des archives numériques du cinéma, c'est que peut-être on verrait un jour éclore un festival des archives du cinéma. Et là, cette entreprise justement qui est très fastidieuse et très courageuse trouvera enfin une possibilité de profiter au public, mais directement, en face à face. Bon, ça, je ferme cette parenthèse et ce souhait qui me tient à cœur. Et pourquoi il y a eu cette folie sentimentale qui nous a pris, c'est que on a perdu l'habitude de dialoguer. C'est que très souvent, moi je suis née en 77, j'ai une certaine idée du cinéma des années 60, du cinéma des années 77. Mes aînés adorent, pas 77, des années 70. Mes aînés, ceux qui ont vécu, si tu veux, c'est les gens qui ont été en salle pour voir cette production en arabe, très souvent les qualifiée de dahabiya, donc doré. Moi, j'ai pas eu cette chance. Moi, j'ai eu 20 ans, pas 20 ans, un peu à la fin des années 90, mais j'étais adolescente pendant les années 90, pendant ces années de sang, de lutte antiterroriste. Donc, mes deux grands-mères avaient, à 20 ans, vu beaucoup plus de films que moi en salle. Voilà. Moi, je crois que mon premier film vu en salle était en 2018. Enfin, pardon, pas en 2018. Quand j'avais 18 ans, je confonds les notions. Oui, c'est dommage que ça soit enregistré parce que les gros yeux que m'a fait sa mère, non mais ça en valait la peine. Comment ça, en 2018? Non, quand j'avais 18 ans, ce que je trouve, c'est tard quand même. Hein, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Voilà. Et ouais, cette exaltation, elle est le fruit de tout ça. Je pense la somme de tout ce vécu. Et ce vécu, on a beau le décrire comme on veut, eh bien, il comporte en lui des strates trop épaisses de contrariété. Et cette contrariété, de mon point de vue, elle est liée à la parole. Voilà. Quand l'Algérie va mal, les Algériens ne parlent pas. Quand l'Algérie va bien et l'Algérie se trouve belle, c'est un peu comme pendant le Hirak. L'Algérie s'est trouvée belle, les gens se sont trouvés beaux, ils se sont admirés parce qu'ils ont pu se parler. Et l'élan, le premier, à côté des manifestations, a été de récupérer un à un les espaces de dialogue. Les gens se mettaient à dialoguer, même dans les ministères, pour leur secteur, ils se mettaient à dialoguer dans la rue, dans les parcs,
sur les places publiques, à organiser des séances où on se parle. Et donc dans ce film, ils se sont parlé. Ils se sont parlé pour découvrir qu'ils étaient tous deux juste les deux facettes, les deux visages d'une même entité. En fait, j'ai l'impression que Boualem et son acolyte sont une même personne. Et alors, c'est une même personne avec deux facettes opposées, avec une dynamique qui s'oppose, donc elle est sédentaire, et on se dit, quelle est la force qui a fait qu'ils n'ont pas bougé, eux, et que nous, depuis 44 ans, on n'a pas bougé non plus. Voire, on a reculé. Donc il y a cette force supérieure qui donne le dialogue ou du moins l'impression du dialogue, qui crée la séquence dialoguée. Quand elle est vraie, la séquence dialoguée, elle s'empresse de l'écourter. Ou alors, par malice, elle fait en sorte de la laisser s'exprimer, laisser être, comme une soupape de sécurité. Mais ce qui fait que la dynamique n'en est pas une, que la dynamique est sédentaire, que les choses ne bougent pas, c'est que c'est quelque chose qui est supérieur à ça. Et le film en est un exemple, mais pour moi, j'ai eu plusieurs zones de constat de dire que finalement, l'ennemi, c'est la parole. Parce que quand on dialogue, on trouve des choses à dire et à rire et à émouvoir. Et puis on avance. Mais si on ne se parle pas, on n'avance pas. On reviendra à ce film, mais avant cela, j'aimerais quand même rebondir sur quelque chose concernant Moussa Haddad. Le fait est que, et je peux comprendre, que les hommages, bon, je vais le dire avec beaucoup de familiarité, ça le gonflait. Ah oui. Parce qu'un cinéaste, c'est quelqu'un qui est perpétuellement en mouvement. Et d'ailleurs, il y a toujours cette blague récurrente concernant la cérémonie des Césars, quand ils mettent en avant, quand ils rendent hommage à un acteur ou une actrice ou un cinéaste, peu importe, une cinéaste qui est encore vivant, il ou elle est assez pas réticent, mais hésitant à venir, parce qu'il se dit, bon, bah, je pense que là, il me voit mort, en fait. Je suis pas mort, ouais. Et je ne suis pas mort. Est-ce que... oui, je ne suis pas mort, mais est-ce que le fait est que Moussa, vers la fin de sa vie, il y avait beaucoup de difficultés à faire des films. C'était aussi à l'image aussi du processus de fabrication de films en Algérie, alors que lui, contrairement à une autre génération, lui a vécu cette industrie du cinéma algérien. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que, si je ne me trompe pas, c'est que la particularité de cette industrie du cinéma algérien, c'est que les cinéastes étaient fonctionnaires. Ils pouvaient ne pas tourner pendant des mois et des mois, voire même un peu plus, mais ils avaient quand même un salaire, ce qui n'est pas forcément un avantage à long terme. Et quand on regarde les derniers films de Moussa, on voit aussi une proportion pour le coup, à regarder de l'avant, c'est-à-dire, et toute cette génération qui n'est pas la mienne, comment elles peuvent vivre cette génération en Algérie. On les voit dans ces derniers films, mais lui, comment il vivait ça, comment il ressentait le fait qu'il n'était pas autant en mouvement qu'il le souhaitait. En fait, il y a une autre facette à l'aspect réalisateur fonctionnaire. L'autre facette, c'est que les réalisateurs tournaient beaucoup. Et quand ils ne tournaient pas pour le cinéma, ils tournaient d'autres choses. Pour la télévision, par exemple. Oui, par exemple, pour la télévision. Donc, effectivement, ça a marqué l'ancienne télévision. C'est-à-dire que la nostalgie qui vaut pour le cinéma, elle vaut aussi pour la télé et la radio. Hein. Donc oui, jusqu'à la fin des années, jusqu'aux années 90, il y avait une liberté de ton. À la fin des années 80, un mouvement comme ça qui a touché l'audiovisuel, la radio, la télévision, où un souffle de jeunes qui s'intéressent au rail, à l'émergence du rail, au spectacle son et lumière, etc. Donc tu vois, jusqu'à la dissolution des entités en charge de la production cinématographique et
le renvoi de la production audiovisuelle à la seule prérogative de la télévision. Et pendant un certain moment, il y a eu l'OREF aussi, dans lequel il y avait une entité de production audiovisuelle. C'est ce qui a aidé à tous les documentaires, les reportages, etc., qui ont été faits pendant les années 90 notamment. Mais enfin, les gens travaillaient, les gens tournaient. Alors, entre le dernier film de Moussa, donc sorti en 2013, et celui d'avant, Mad In 98, il y a eu combien 14 ans. 14 ans. 15 ans, Voilà, 14, 15 ans. à peu près 15 ans, une dizaine d'années, disons. Parce qu'entre-temps, je pense qu'il a fait des petites choses pour l'audiovisuel. Mais enfin, ce film Mad In est arrivé... Alors Moussa, il avait juste la caméra la plus pourrie d'Alger, mais une équipe de fous, de jeunes, un scénario écrit sur un carnet un peu comme le tien. Et puis l'envie de faire un film expérimental. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein, c'est un film sur le pouce. Avec des motards, des belles filles, des claques, des histoires d'amour, etc. Il est sorti en 98. En 98, ça a juste coupé la chape de plomb qui pesait sur tout le monde. Et c'est un film qui a parlé aux jeunes qui avaient 18-20 ans à l'époque, tu vois. Donc, depuis ça, jusqu'à Haraga Blues, il s'est écoulé une dizaine d'années où Moussa ne voulait plus entendre parler de cinéma. J'ai partagé sa vie, donc j'ai moi-même soulevé la question plusieurs fois. Ça ne nous empêchait pas d'être en perpétuel exercice d'écriture, de scénario, etc. Parce que lui, c'est un compulsif. Donc, Moussa, quand il lisait les journaux, il découpait toujours des articles et des départs de films, des discussions, il y avait des départs de films, des voyages, il y avait des départs de films. Il attend un taxi, il y a un départ de film. Enfin, il faisait du cinéma que dans sa tête avec lui-même. Il avait d'autres occupations professionnelles pendant cette dizaine d'années. Et quand j'abordais la question de vouloir retourner, non, c'est pour lui, c'était fini, voilà, il ne voulait plus faire de films. Jusqu'à ce qu'il soit capté par le phénomène de la harga, donc de l'immigration clandestine, qui en 2007, en 2006, 2007 a connu une comment on dit ça, une exacerbation, enfin, voilà. Et donc, ça lui a donné envie de faire un film qui s'adresse à la jeunesse, qui s'adresse au potentiel harak qui existait dans la société algérienne. Et puis 2017, il avait l'intention de finir un scénario. En 2017, Moussa, ça n'a jamais été de notoriété publique, mais là, je le dis, a eu un grave AVC. S'en est suivi 2 années et demie de lutte pour bien vivre ce qui lui restait à vivre. 2013, Halaga Blues, et il faut quand même être un peu franc et transparent, c'est important. J'avais une émission à l'époque de radio avec Amel Fedi, qui s'appelait d'ailleurs Microciné, et on avait fait une émission hommage à... voilà, j'ai un trou de mémoire, c'est terrible, un cinéaste algérien, kabyle, et c'est horrible, j'oublie, voilà. Et Bouguelmour, oui, exactement. Et durant c'est Abdelrahman Bouguelmour, je m'en excuse, c'est peut-être l'émotion, parce que je sais que pendant 45-50 minutes, je maugréais de ne pas pouvoir parler de ce cinéaste parce que je n'avais pas les films à disposition, et je me souviens que peut-être 1 heure ou 2, sur la route me menant, à l'époque j'habitais encore à Alger, à Bab el-Oued, je sais pas comment tu as fait, mais tu as eu mes coordonnées téléphoniques, tu m'as appelé, je sais pas si tu te souviens de tout ça, et on a parlé de ça, de ces absences d'image et tout, puis de plein de choses. Vous êtes venu, Moussa et toi, à la radio pour parler de Halaga Blues. On va dire que j'ai pas été très gentil avec le film. Avec le film, j'avais écrit un papier pas très
où voilà, j'expliquais en gros pourquoi ce film n'avait pas fonctionné et j'avais repris pratiquement les mêmes arguments face à face avec le cinéaste. Tu disais qu'il n'allait pas fonctionner, mais en fait tu l'avais même pas donné le temps de non, souffler, j'étais très caustique. Voilà. C'était il y a longtemps, quelques années, mais j'avais vu un... Alors toi, je sais que tu avais en face de toi un journaliste critique qui était un peu arrogant, et donc tu m'es rentré dedans. Mais Moussa, ce qui était très drôle, c'est qu'il était à l'écoute de ce que je disais. J'ai des souvenirs très marquants. Et ça a été une émission très compliquée, d'ailleurs tellement compliquée que la directrice de la radio, Laïa Berhidj, est descendue pour ne pas me soutenir et pour vous soutenir. Ça a été un moment incroyable et assez doux. Puis voilà, et puis on a renoué le dialogue et c'est ça qui est très important. Mais là où je veux en venir, c'est que... vraiment, pour le coup, j'insiste là-dessus, c'est que j'avais en face de moi quelqu'un, donc en parlant de Moussa, non pas que je te dénigre, bien évidemment, mais je parlais de Moussa qui était vraiment, pour le coup, très à l'écoute de ce que je disais, qui écoutait, qui essayait de répondre. Et c'est un souvenir qui m'a marqué, et je pense que c'est à l'image, certainement, aussi de son rapport au cinéma, et donc on en revient encore à Boualem. C'est peut-être ça aussi qui l'a intéressé dans la pièce de théâtre de Slimane Benaïssa. L'écoute, c'est la chose qui caractérise le plus Moussa. En fait, tu avais en face de toi une productrice qui défendait bec et ongles son premier long métrage. Et puis un réalisateur qui était d'ailleurs très très zen, un peu trop zen à mon goût, parce que moi je voyais passer les minutes qui restaient de l'émission et je me disais il faut qu'il se bouge, il faut qu'il me dise quelque chose, sinon je m'en charge. Et je m'en suis bien occupée. Mais en fait oui, voilà, ça c'est beaucoup l'écoute, c'est beaucoup aller chercher chez les autres ce à quoi ils n'auraient pas pensé. Ça, c'est la chose qui le bottait le plus. Pour avoir vécu des tournages avec lui, ça en est à parler de son film presque à toutes les scènes et à tous les plans avec les techniciens et les figurants. C'est quelqu'un qui vivait la chose pleinement, humainement. Et je crois que c'est pour ça que pendant 10 ans, il s'est arrêté de faire des films, mais à la maison. On n'avait pas l'impression qu'il avait arrêté de faire des films parce qu'il en fait dans tous les moments de la vie, en fait. Et même dans notre vie personnelle, par exemple, je vais te révéler quelque chose. Quand une dispute avec Moussa, c'est un plaisir, c'est à noter. J'en étais même plusieurs fois à espérer qu'il y ait une caméra à notre insu pour garder le moment, parce que en même temps que j'en étais à lui en vouloir atrocement pour un tas de choses que reproche une épouse à son mari, exactement en même temps, je le trouvais génial dans sa mise en scène de ce qui nous opposait. Et forcément, oui, voilà. Donc lui c'est de ton appréciation de ce moment-là. Nous deux, on a accroché à cette prise de bec, mais lui restait au-dessus parce qu'il a trouvé ta chronique géniale, puisque tu étais là, le seul à l'avoir pendu comme ça. Une grosse page. Si je t'ai bien écouté, tu me dis avoir vu un film pour la première fois en salle à 18 ans, donc en 1995. Bon. J'ai l'habitude de poser une question que je n'ai pas du tout inventée, que j'emprunte à Serge Janet, que tu as convoqué d'ailleurs le soir de la projection de Boualem. Et cette phrase, c'est comprendre un peu l'image marquante de quelqu'un ou de quelqu'une. Et cette image marquante, généralement, elle est associée à l'enfance. Et ça peut être bien évidemment un extrait d'un film, mais aussi quelque chose que tu aurais écouté à la radio et qui aurait procuré en toi une image. Ou alors quelque chose de la rue, ou ça peut être une peinture, peu importe, une image qui peut-être aujourd'hui, avec le recul, définirait ton rapport avec l'image sous toutes ses formes. Est-ce que tu as cette image marquante ? Écoute, mon rapport à l'image étant enfant, je le retrouve à mon âge depuis à peu près 2 ans et demi, où j'ai un peu pris la décision de modifier complètement
mon parcours de productrice, dans le sens où le contexte politique ne m'arrangeant pas du tout, j'ai décidé de prendre le temps de me mettre en rupture momentanée jusqu'au changement de la doxa, ou alors en rupture momentanée jusqu'à ce que je trouve le moyen d'exister vraiment comme productrice indépendante. Et pour pouvoir aux besoins de ma famille, donc avec une situation financière qui n'a rien à voir avec ma précédente situation financière, j'ai dû explorer en moi d'autres filons créatifs pour pouvoir parer à nos besoins. Et par une opportunité extraordinaire, parce que la vie est faite de belles choses, j'ai découvert qu'il y avait un peintre en moi. Et donc, ça c'est un exercice qui a très bien rallié ma vie de femme endeuillée, parce que j'ai pas perdu en Moussa qu'un mari ou mes enfants, le père de leurs enfants, mais aussi un vrai partenaire de travail, de réflexion, un partenaire de motivation. Donc forcément, il fallait que je puisse, pour exister, comme entité seule et accomplie, aller dans une sphère qu'on n'avait pas vécue ensemble. Et Dieu sait qu'en 20 ans, j'avais l'impression au démarrage que tout avait été coché, que toutes les intensités ont été vécues. Mais il y a eu cette opportunité qui m'a été donnée de travailler dans la décoration, et par un besoin qui s'est précisé un jour, d'avoir en face de moi une toile et d'être presque dans l'obligation d'en faire un tableau. Et la révélation est venue de là. S'en est suivi une vraie découverte, pour moi, un terrain d'expression que je ne connaissais pas, et dans lequel je suis complètement débutante, mais ça fait toujours plaisir qu'aux abords de sa cinquantaine, on débute quelque part. Donc je commence comme peintre en me donnant le temps vraiment de me former à fond. Et je m'astreins à cette discipline tous les jours comme un grand sportif, chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Et donc c'est là s'est révélé mon rapport à l'image, parce que je suis toujours en train de répondre à ta question. Bien évidemment, il y a énormément d'images qui ont marqué ma vie, comme autant d'événements qui ont marqué mon enfance, que j'ai en commun avec un tas de personnes. Mais quand je me suis mise à peindre des sujets libres, ma tête a figé des images. Et ces images-là, j'ai fait une série où je voulais faire de l'abstrait architectural. C'est-à-dire que pour moi, je me disais, il faut que je fasse croiser des lignes et que ces lignes déterminent des espaces de lumière et des espaces d'obscurité ou de pénombre, tout simplement. Et j'ai commencé ce travail-là et j'en ai fait une série. Et cette série, c'est des représentations, tu sais, de coins de murs, de coins d'entrée, avec en perspective un petit bout de cour. Et un moment, c'est-à-dire que ça a été le fruit d'une recherche graphique, esthétique, etc. Et j'ai perdu le fil de la référence que ça a évoqué en moi. Ce n'est qu'en mettant cette série, il y en a eu 1, puis 2, puis 3, et j'en ai fait 7. Ce n'est qu'en voyant les 7 en même temps que j'ai découvert ce qu'ils avaient en commun. C'est des images, elles n'étaient pas mentales, c'est des images de souvenances de l'enfance. Et les souvenances de l'enfance, elles viennent de ces moments où on nous obligeait de faire la sieste, où il y avait très peu de choses à lire chez les grands-parents. Et une fois qu'on a fini de lire les étiquettes de produits cosmétiques ou de médicaments ou des posologies de je ne sais quoi, on puise dans son imaginaire. Il faut juste passer l'heure indiquée avant de se voir libéré. En général, c'était l'été. Et c'est des images de croisement de lumière et de faisceaux de lumière et de lignes de pénombre
que je suivais du doigt. Et tu vois, quand je me suis mise à peindre sans être dans l'obligation de reproduire ça ou ça ou ça pour découvrir, pour laisser ma main me dire qu'est-ce qu'elle préférait, eh ben, les premières résurgences qui étaient le fait de mon imagination, bah, c'est voilà, des images de... En arabe, on dit dhor, tu sais, c'est cette heure difficile à passer à Alger ou aux abords de la Méditerranée du Sud comme du Nord, j'imagine, après le déjeuner, dans bien sûr les journées ensoleillées d'été ou aux abords de l'été, quand il fait soleil de plomb et que le rayon de lumière est blanc, que les mères de famille, dès qu'elles ont fini de rafraîchir la maison, elles baissaient les stores, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sociologiquement ont passé... enfin, nos villes et nos villages et nos maisons sont construites de manière à éviter ce soleil qui n'est pas oblique, ce soleil qui nous prend de haut. Et moi, c'était des moments d'ennui extraordinaires. Et tu vois, ça a impulsé mon imaginaire pictural, parce que tu m'as parlé d'images. Et voilà, donc ma tête a figé ça, et quand j'ai convoqué mon élan créatif avec des pinceaux et de la peinture, c'est ces endroits-là que j'ai reconstitués. Et tu penses qu'il peut y avoir des répercussions dorénavant sur les films, sur les histoires que tu aurais envie de produire ? Non, je ne pense pas spécifiquement, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis arrêtée, mais je me suis arrêtée sur le fait que c'est sorti comme ça. Et que, par exemple, tu sais, une autre série que j'ai fait des peintures composées de petits trous, un tas de petits trous de lumière, encore une fois, sur des aplats de couleurs. Et je me dis, ça sort, c'est libre, hein, c'est comme ça. C'est justement ce qu'il y a d'intéressant, c'est cet acte solitaire et d'extrême liberté où on ne pense plus à rien. On est là, on peint, on sort la chose telle qu'elle nous vient, parce qu'on en a la possibilité. Et oui, ben là aussi, je me suis arrêtée a posteriori pour savoir d'où ça vient et à quoi ça correspond. Si ça revenait à l'enfance, ben, c'est simple, je suis de Cherchel et j'ai vu des mosaïques toute ma vie. Donc, instinctivement, quand j'ai voulu reproduire des formes, c'est des formes en pointillés que j'ai instinctivement reproduit, bien sûr parce que je ne suis pas une académicienne du dessin et de la peinture, donc je ne me soumets aucunement à l'exigence de perfectibilité du trait ou de la reproduction réaliste ou quoi, je ne suis pas du tout là-dedans. Et autant c'est un exercice agréable à vivre, autant c'est un exercice révélateur sur soi. Sur les films que j'aimerais faire ou les films sur lesquels j'ai participé à l'écriture, écoute, la foisonnance de la société algérienne, pour moi, ne laisse aucune place à l'introspection figée de mes souvenirs d'enfance. Mais vraiment, oui. Même pas inconsciemment. Peut-être inconsciemment, ça peut sortir dans un trait personnel, individuel. Mais mon Dieu, ça pullule de sujets à traiter dans des films. Je regrette cette pause arrêtoire que je me suis imposée juste par le fait que je ne suis pas dans mon élément politiquement pour exercer en tant que productrice. Mais je souffre tous les jours parce qu'effectivement, cette société regorge de sujets que j'aimerais traiter en film, mais immédiatement. Je disais tout à l'heure, prenez comme... une des références temporelles de ces 44 ans, l'épisode du Hirak. Pendant le Hirak, toutes les sociétés de production étaient dehors, caméras déployées, micros déployés. Tout le monde était en train de démarrer un film. Mais alors, pardonne-moi de t'interrompre, je n'aime pas faire ça, mais où sont ces images ? Eh bien, il s'est passé autre chose. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté, et moi-même, j'étais en disposition. D'ailleurs, on a tourné un documentaire.
pendant cette période-là. Et en fait, tu sais, sur une rue de 600 mètres, tu avais au moins 10 départs de films extraordinaires, du romantique au film engagé et tout ce que tu veux, parce que voilà, c'est juste des moments du collectif qui sont exceptionnels à vivre et dans lesquels tout était naturel et surdosé, de quoi capter effectivement une reproduction, enfin une prise en charge cinématographique ou créative tout simplement. Et où sont ces films? Ils n'ont pas été faits ou pour plupart n'ont pas abouti à des films. Les gens ont pris des images, les gens ont capté des situations, ont filmé des choses qui étaient sur le point de se faire, sur le point d'éclore, des dynamiques formidables qui allaient donner de belles choses. Mais ces films, beaucoup de ces films, on ne les a pas vus parce qu'ils ne se sont tout simplement pas faits. En décembre 2019, un autre pouvoir a été mis en place avec, pour n'en juger que sur le plan du secteur culturel. Au tout début, certes, il y a eu une promesse par rapport au cinéma. Moi, j'ai écouté comment les discours s'articulaient sur l'importance du cinéma. Il y a même eu une dotation d'un secrétariat d'État dédié au cinéma. Je pense que ça a duré quelques mois. Et au bout de ces quelques mois de grâce où il n'y avait de retentissant que les mots de ces discours d'investiture notamment, et il n'en restait rien, si bien que 2 ans après, nous avons assisté à la fermeture, je ne sais pas comment on dit ça, la fin du fonds dédié aux techniques cinématographiques. Ma crainte s'est confirmée à ce moment-là. En dehors de mon incompatibilité individuelle, je suis restée en observation proche de ce qui se faisait dans notre secteur d'activité, de ce qu'il en advenait du cinéma. La fin du Hirak a été marquée par une répression multiple qui s'est emparée de tous les espaces d'expression, qui ne visait pas spécialement la fin du cinéma ou son retardement ou son alourdissement. Et il y a eu une vague de répression des libertés, toutes les libertés, créatives compris, les libertés individuelles, les libertés de regroupement, les libertés d'expression. Et forcément, il n'y a pas eu de dispositif qui allait, donc, et qui va encore à l'encontre de ce que je craignais, c'est-à-dire que le cinéma soit sans voix réduit à quelques films, mais vraiment quelques productions. On ne fait plus de cinéma en Algérie depuis 2019. Quand le tournant politique, de décision politique, de la fermeture du fonds FDATIC qui était dédié aux industries cinématographiques depuis, je crois, 1967, donc un fonds dont l'Algérie s'est dotée pour faire son cinéma. La lecture politique de tout ça, c'est qu'en 1967, l'Algérie, toute fraîchement indépendante, toute naissante, tout était à faire, et dans les priorités de ce qu'il y avait à faire, la dissidence politique avait monté un fonds pour la cinématographie. Et ce fonds a survécu à toutes les crises, y compris celle que tu désignais tout à l'heure. Par les années 90, les caisses de l'État étaient vides, l'endettement faisait craqueler toute la structure économique du pays et financière, et pourtant, à ce moment-là, le fonds ne s'est pas arrêté. Et le fonds ne s'est pas arrêté jusqu'à il y a 2 ans ou 3 ans. Et pour moi, ça ne s'est pas arrêté tout seul. En aucun cas, ça pouvait avoir une raison économique, parce que ce fonds n'est pas
c'est pas un fonds qui vient du budget de la culture, c'est un fonds qui dépend du ministère des Finances, donc avec un circuit d'alimentation qui est complètement indépendant à un budget de la culture qui peut se contracter ou au contraire s'étendre, comme ça a été le cas pendant les 10 années qui ont précédé. Ça ne pouvait rien changer à la fonctionnalité du fonds, puisque celui-là, plutôt, il est alimenté par le litre d'essence, les cigarettes, etc. Donc il a un fonctionnement intrinsèque qui ne le mettait en aucun cas en danger, vu que les dernières années de son existence, le ministère rendait un excédent non dépensé. Donc il n'y avait pas de raison... Enfin, personne ne s'est... comment dire, ne s'est embêté à argumenter la chose de toute manière. Donc, si jamais il pouvait y avoir une raison invoquée qui serait de l'ordre économique, moi, j'atteste de son qu'elle est complètement infondée. Et là, pour ne pas être trop longue sur ça, ce qui m'a horrifiée, c'est que je me dis, bon, on arrête le fonds, ce fonds que nous enviaient beaucoup de pays. Le guichet à la commission de lecture de ce fonds-là, c'est le seul guichet qu'on avait, nous, comme outil en étant producteurs. Vers quoi on tend? On tend à une restructuration qui, pour moi, ne m'apparaît pas encore. On tend à la création d'un autre fonds avec un autre fonctionnement, mais en aucun cas, il n'a atteint depuis sa récente existence le train de routine de l'ancien. Et puis, pour faire simple, je me dis que un corps sain qui est doté de poumons naturels, on ne va pas les enlever alors qu'ils ne souffrent d'aucune maladie pour mettre ce même corps sous un respirateur artificiel, aussi performant qu'il puisse être. Pour moi, supprimer le principal guichet, voire le guichet unique de financement de la cinématographie, revient à ne pas vouloir qu'on fasse de films. Et voilà, s'il y avait des statistiques sur le nombre de films faits, il y a de quoi retracer une courbe vachement descendante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et depuis maintenant un peu de temps, il y a très peu de films parce que ces mêmes films sont faits sur plusieurs années. Parce que les mécanismes de production ont été brouillés par un changement au sein du ministère de tutelle. C'est simple. Mais alors, question un peu provocatrice pour le coup. Hein. Ouais. À partir de ce moment-là, que se passe-t-il au sein même des productrices, producteurs, des cinéastes, hommes et femmes, des techniciens, techniciennes? Que se passe-t-il à ce niveau-là? Écoute, d'abord, j'en ai aucune idée, figure-toi, parce que la réduction des espaces de parole s'applique aussi à ce fait-là, que je n'en ai aucune idée. Je suis en autarcie totale. Quand il arrive que je croise mes pairs à des occasions diverses, parce que je ne participe même pas aux événements officiels, mais quand il arrive de nous croiser, je vois que le constat est à peu près similaire, mais on n'a plus d'espace de discussion sur l'état des choses, l'état actuel des choses. Tu te souviens que pendant l'année 2018 et même en 2019, juste avant que le Hirak ne se déclenche, toi et moi, nous étions membres d'un collectif. D'un collectif très prometteur, parce que c'est un collectif qui s'est embarqué directement sur le terrain de l'action. Tu te souviens? On était, je sais pas, une cinquantaine peut-être, avec un bon groupe de discussion et
Et on s'est mis directement au travail sans nous encombrer même de mettre un cadre à notre activité. On n'a même pas cherché à créer une association ou quoi que ce soit. Il a fallu qu'on se rencontre dans un espace de dialogue, dans un espace de construction de quelque chose, parce que nous avions tout simplement les mêmes objectifs pour ce qui est du cinéma, puisque nous étions producteurs, réalisateurs, journalistes, techniciens, etc., à nous regrouper autour d'un collectif qu'on a eu le trait d'humour d'appeler le crack. Tu te souviens? Voilà. Donc pour créer une dynamique de renouveau du cinéma. À ce moment-là, on a exploré cet espace et on l'a exploité pour sortir des plateformes de proposition de renouveau du cinéma. Ça veut dire qu'on n'a pas attendu l'interface officielle pour qu'elle l'impulse. Nous, on s'est dit, on va se mettre au travail parce qu'on a des choses à dire, on a des choses à penser, qui seraient de notre capacité de mettre par écrit. Et le jour où la décision politique rencontrera notre intérêt, eh bien, ce travail sera déjà prêt et on n'aura plus qu'à le présenter pour le mettre en exécution. Effectivement, quand février 2019 est arrivé, que c'est tous les Algériens qui sont sortis dans la rue pour impulser un changement radical dans le système politique de tout le pays, nous autres, les défenseurs du cinéma et les actants du renouveau du cinéma, on a décidé d'un commun accord de nous fondre dans cette revendication générale, populaire, qui touche vraiment un renouveau à une sphère beaucoup plus généralisée qui concernait tout le monde. Et bien sûr qu'on allait faire corps avec ce collectif qui nous était supérieur pour un intérêt national commun et bien supérieur à celui du cinéma ou du simple secteur de la culture. Et si on était passé à une phase de transition pour réellement concrétiser une suite de changements tels qu'espérés ou proportionnellement espéré, ben, on aurait été prêt à mettre en exécution notre travail pour non pas comment on dit, suppléer au FDATIC un autre FDATIC, un autre fonds, mais améliorer ce qui était, parce qu'on était au plus près du terrain de nos expériences qui nous renvoyaient des données dont nous étions en possession. Et on aurait été prêt, une fois la revendication générale, la revendication populaire assouvie, à regagner le terrain de la culture pour nous doter d'une politique culturelle qui allait être à la faveur certainement d'une augmentation de la production cinématographique ou alors de l'amélioration de sa qualité. Mais tout ça n'a pas été. Et pour moi, j'ai vécu la suppression pure et dure du fonds dédié à la cinématographie comme un refus d'obtempérer. Je ne me souviens plus de la date. Je crois que c'est 2017 ou 2018, peut-être que tu vas me renseigner, où le festival, le Cinémed, le festival de Montpellier, avait organisé comme ça, dans le cadre donc de cette édition, plusieurs événements liés au cinéma algérien, le nouveau cinéma algérien entre parenthèses. Il y avait même une masterclass dédiée à Merzak Alouache, et il y avait eu une table ronde. Ça va être une question un peu, là pour le aussi provocatrice, parce que j'en garde une image qui m'a perturbé. D'ailleurs, je ne suis même pas resté jusqu'au bout, pour te dire. C'était donc, vous étiez pratiquement tous là, enfin vous étiez, enfin, oui, un panel, et il y avait un panel. Donc pour les nommer, Yes Salem, Hassan Ferhani, Jamel Kerkar, je crois. Damien Honouri, etc. Je crois qu'Adila aussi était là, etc., etc. Et il y avait Mohamed Yarghi et toi. Oui. Et vous étiez, vous, à l'extrême gauche. Et j'ai une image comme ça, alors peut-être que c'est de la philosophie de comptoir, mais pourquoi je l'ai eu cette image? Et c'est une question que je me pose. Et que j'aimerais te poser, c'est que
je voyais effectivement un panel de plusieurs manières de faire du cinéma. Ça, c'est très bien. C'est pas un problème. Mais c'était un truc qui était beaucoup plus peut-être pernicieux. Je voyais, comment dire, à l'intérieur même du panel, non pas une unité de cinéma, mais je voyais en fait plusieurs géographies au sein même du cinéma algérien. Et par exemple, concernant Mohamed, j'avais l'impression qu'il était à l'écart de tout ça. Pas par sa posture, par comment on le regardait ou comment on ne le regardait pas. C'est une image qui m'est restée gravée et absolument aucun reproche vis-à-vis des autres. Pas du tout. C'est cette image que je voyais. J'arrive pas à décrire les choses, mais je crois que tu m'as bien compris et ça m'a un peu marqué et je me suis dit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et je crois que j'ai eu un peu raison par rapport à ça. Eh bien, c'est drôle, c'était pas prévu qu'on revienne sur cet épisode que moi j'ai un peu classé comme quelque chose qui a été vécu, mais je ressens parfaitement la pointe de ta remarque et de ce qui t'a touché et comment tu as figé les choses dans le cadre. Alors, tu nous situais à l'extrême, oui. Peut-être qu'on était à l'extrême gauche. Je suis contente qu'on ait été plus de ce côté-là. Oui. Mais effectivement, nous étions en bordure de quelque chose de beaucoup plus uniforme. C'était le coin du mur, pour reprendre une de tes pièces que Absolument. Tu as. Absolument. Donc, Mohamed Yargui, réalisateur, et Amina Haddad, productrice. Jeune productrice, jeune réalisateur. Jeune par la quantité de films auxquels... qu'on avait à ce moment-là. Et je l'ai ressenti, c'est-à-dire que cette rencontre, cette table ronde aurait eu lieu ici, à Alger, là où on est. Tu comprends le truc? Elle aurait eu lieu ici, il ne m'aurait pas traversé l'idée qu'il puisse y avoir une cartographie comme ça, où on se positionnerait autour d'un référent, puisque pour moi, le référent n'existe pas. Pour moi, c'est des gens, bien sûr, avec lesquels que je côtoie. Donc, on est tous dans cette course effrénée vers la concrétisation de nos projets, chacun sur le sillon qu'il a choisi. Et bien sûr qu'il arrive qu'on se rencontre, comme par exemple dans le cadre de cette super initiative qui nous a fait travailler ensemble dans un absolu très généreux, en disant voilà, c'est l'intérêt de la corporation. C'est rare et c'est en rupture avec tout ce qui a été fait avant, parce que on est tous d'accord pour le moins sur le fait que il fallait pas s'intéresser à la coquille avant la ressource, et que là pour le moment c'est une ressource, des éléments de cette ressource qui se sont reconnus, ils se sont pas encombrés à se trouver un cadre pour le faire, et puis on avait internet et c'était très bien comme ça. Et le fait que cette table ronde ait eu lieu en France avec un intitulé auquel je n'avais pas prêté attention jusqu'à y être. C'est-à-dire que nous étions présentés comme l'avant-garde du cinéma algérien. Moi déjà, j'ai accroché sur ça. Je pense que dans la séance de préparation, j'avais peut-être fait une remarque, ou peut-être que je l'ai dit avec maladresse, donc ça a un petit peu crispé les organisateurs. Mais bien sûr, tel que formulé, ça n'a pas forcément bien traduit ma pensée. Mais déjà, j'ai trouvé cette segmentation générationnelle pas très... Elle ne colle pas à notre réalité, parce que combien on est, tout âge confondu, vraiment une poignée de personnes, à lutter et à se battre et à se racler les coudes pour leurs films. Franchement, on n'a pas la proportion, si tu veux, notre 100% à nous n'a rien à voir avec un 100% des réalisateurs, producteurs, techniciens français sur le sol de France. On est une petite poignée, très concentrée à Alger,
un petit peu à Oran, dans la région de Kabylie, et puis hyper distancié dès qu'il s'agit de dépasser les 200 kilomètres au sud d'Alger. Alors là, vraiment, tu as un réalisateur tous les 2 millions d'habitants peut-être, tu vois. Donc, être à l'avant-garde de quelque chose suggérait pour moi que nous étions, nous, cette poignée dans la poignée, avec une homogénéité d'âge, de génération plus ou moins, que nous étions déjà à l'avant-garde de quelque chose qui était périmé. Et ça, je me disais, c'est dommage, parce que le concept d'avant-garde ne pouvait pas coller à notre réalité. On gagnait, au contraire, à être tout âge et toute génération confondue, versés dans le renouveau du cinéma, et qu'il n'y avait rien pour nous opposer, nous, aux anciens. Chose encore, regarde un autre détail qui ne prend pas dans la sociologie des professionnels du cinéma, la distinction homme-femme. Très souvent, quand j'ai à répondre comme ça de mes activités, mais en dehors de l'Algérie, et qu'on me pose la question de savoir comment je vivais le fait que j'étais une productrice algérienne, franchement, sur le terrain de notre exercice, je comprends que cette notion puisse exister. Mais nous, sur le terrain de notre exercice, on est tellement tous soumis à la difficulté, sauf peut-être un groupe, mais duquel on ne se revendique pas et qui ne se reconnaît pas en nous, et on ne se reconnaît pas dans ses facilitations. Eh ben, franchement, est-ce qu'il y a une différence entre un producteur homme ou femme, ou une réalisatrice femme-homme? Ici, ça ne prend pas. Et donc, je trouvais que le simple fait d'avoir intitulé cette table ronde comme ça, avec ce vocable de l'avant-garde, je trouvais ça un peu maladroit. Et voilà que pendant le déroulé du débat, Anna et Yargui, on était un peu comme les comment dire, on était dans la périphérie rurale de la densité, si tu veux, dynamique que cette table ronde voulait montrer. Parce que les mécanismes de fonctionnement n'étaient pas les mêmes. Et quand j'avais décidé que mon intervention allait porter sur une sorte de témoignage à partir de mon expérience avec Yargui, parce que mon expérience avec Yargui, sur le film de Yargui, a été pour moi très révélatrice sur la manière avec laquelle je voulais, où j'ai toujours voulu, depuis ce moment-là, être productrice, pratiquer la production ici, dans mon pays. Je voulais faire la démonstration de cette remontée de données. Et bien sûr qu'elles viennent s'ajouter aux autres. Sauf que pendant l'intervention, et c'est bizarre que tu m'en parles maintenant, parce que tout récemment, j'étais sur YouTube à chercher je ne sais quoi en rapport avec le Cinémed, et j'ai vu des petits bouts de cette conférence, et j'ai fait ce constat que toi tu as fait en étant en face, que moi je n'ai pas ressenti de telle façon. Moi, je suis parti. De cette façon-là, mais que j'ai ressenti quand même. Attention, alors là, pour le coup, ni toi et surtout ni moi, nous critiquons les autres. Ça n'a rien à voir avec... On n'est pas dans ça. C'était voilà. un espace qui a été donné à nous présenter. Et c'est formidable. C'est quelque chose qui était dédié à ça. De dire, voilà... les nouveaux films qui envahissent les festivals et les salles et qui sortent, si tu veux, de la territorialité algérienne, ben, voilà une partie, un panel représentatif des gens, des professionnels qui sont derrière. Voilà. C'était ni plus ni moins que ça. Mais effectivement, il y a une chose. C'est-à-dire, c'est ta remarque qui prend en charge mon ancienne impression, qui ne m'a pas traumatisée tant que ça. Mais oui, effectivement, j'ai toujours été en marge, si tu veux, du banc de poisson. Dans le sens où
J'ai toujours pris cette... parce que pour moi, la production cinématographique est une reconversion depuis la communication et la publicité. Et le terrain de la production cinématographique a été pour moi une expérimentation, tout simplement. Un terrain expérimental dans lequel je me suis lancée à corps perdu pour justement découvrir des mécanismes endémiques de travail dans la production cinématographique. Pourquoi ? Parce que si un nouveau producteur arrive sur ce terrain, il ne trouverait rien, aucune littérature qui puisse le guider sur le comment faire. C'est un terrain très dépourvu de possibles. Et sur le peu de possibles existants, on est beaucoup à nous battre pour que ça se fasse. Le film de Mohamed Yarghi, dans mon parcours, il vient juste après Haraga Blues, donc long métrage fiction d'un réalisateur connu, et s'en est suivi court métrage fiction d'un jeune réalisateur, puisque ce court métrage était son deuxième film, je pense. Son premier, c'est Huria. Son premier, Huria. Ahderkem, donc Je te promets, a été son deuxième court métrage. Et ayant pour terrain la ruralité des montagnes de Béjaïa. Et pour moi, ça a été une belle expérience de réduction des terrains de proposition des moyens pour mieux explorer la performance. Dans le sens où j'ai compris à partir de ce film-là que, en tant que productrice vouée à faire des films à petit budget, l'intérêt d'un tournage hors d'Alger était immense. Vraiment. Pour moi, si un tournage se présente, je ferai en sorte de mettre tout ce qui est en mon pouvoir de faire pour réaliser son tournage en dehors d'Alger. Pourquoi ? Parce que dans les institutions existantes, beaucoup ne sont pas là pour aider un film à se faire, mais elles ont un rôle public, par exemple, pour ne pas être trop abstraite dans ce que je dis, tu vois, les directions de culture. Les directions de culture, il y en a dans toutes les wilayas. Et elles ont leur pendant dans toutes les communes d'Algérie, qui est les maisons de culture. Donc c'est une institution publique qui est rattachée par son fonctionnement à un ministère de tutelle, et que toi, quand tu débarques en tant que producteur avec un projet de film et la ferme intention de te trouver des partenaires sur place, il y a cette institution qui n'est pas faite pour ça, mais qui peut effectivement être un pendant dans l'organigramme. Tout en haut, il y a le FDATIC, le ministère de la Culture, mais au-delà duquel, si ton film est éligible à un budget, c'est bon, il l'a, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut te faire au ministère à part te délivrer une autorisation de tournage? Le reste, il est à faire. Certes, c'est un commencement sans lequel c'est très compliqué d'avancer, mais à partir de là, chacun se débrouille avec ses moyens. Et donc, pour moi, j'en étais à expérimenter le travail avec l'aide des régions. Ce qui correspond, je parle en ce terme-là pour que ça ait un retentissement sur ce qui existe en France et qui est spécifiquement dédié, que les régions sont là aussi pour aider les projets cinématographiques, n'est-ce pas? Ici, cette disposition n'existe pas en tant que telle, mais pour cette velléité, mais quand on est sur le terrain, on a la possibilité de solliciter. Et donc, ça t'offre, s'il y a 58 wilayas, donc 57 en dehors d'Alger, au lieu
tu as le guichet unique d'Alger dans lequel il y a le sésame du Fdatik, et en dehors de ça, tu as 56 autres possibilités de rallier des partenaires et que la production, du moins son étape la plus budgétivore qui est le tournage, se fasse sur un terrain délimité dans une région. Et là, tu ne peux pas savoir la dynamique économique qui se met en place à partir de là. Et qui te permet, avec une régie beaucoup plus réduite, de mettre à contribution des partenaires locaux pour absorber des chapitres de dépenses qui ne sont plus des chapitres de dépenses, puisque c'est des petits budgets qui sont dédiés à quelques actions que tu peux rabattre pour d'autres. Et ça fait une équation comme ça, gagnant-gagnant, dans le sens où une équipe de tournage qui débarque dans une ville ou un village, elle débarque quand même avec une somme, une régie assez conséquente à dépenser sur place en très peu de temps. Donc tu vois un peu, tu loues pour 70 personnes dans un hôtel pendant 1 mois et demi, tu lui as fait son année, tu vois. Et pareil pour la petite gargote, pareil pour tu participes à l'économie de la région. Donc moi, à ce moment-là et à bien d'autres moments, j'aime bien relayer le témoignage de ces découvertes. D'autres certainement le savent, mais enfin, le dire, c'est une manière de notifier des possibles, autres que ce qui préexistait. Mais cet événement particulièrement n'était pas disposé à entendre ce genre d'apport, mais qui était plus orienté à en entendre d'autres. Pour information, par curiosité, tu as produit combien de projets? Alors, j'ai commencé avec Haraga Blues, avec Moussa Haddad, Ahderkam, un film, un court-métrage de Mohamed Yarghi en expression amazigh. Ensuite, je me suis lancée dans une aventure formidable qui est une coproduction avec le Portugal sur un long-métrage qui s'appelle Zeus. Et c'est le seul film algéro-portugais qui existe jusqu'à maintenant. Et ce film est un biopic consacré à la vie de Teixeira Gomes, un président portugais élu dans les années 20 démocratiquement, qui a démissionné à mi-mandat parce que persécuté par la montée du fascisme, enfin voilà, la malédiction des années 20 qui tend à se reproduire par certains aspects en ce moment, à notre grand regret, et qui, dans la foulée de sa démission, a demandé à tout quitter, et à quitter Lisbonne surtout, pour une destination inconnue. De toute façon, lui a demandé à être mis sur la première embarcation qui quitterait Lisbonne, en partance de Lisbonne. Il y avait un paquebot qui était prévu, mais c'était dans 3 semaines, 1 mois. Non, lui n'avait pas le temps, il voulait juste embarquer ses cahiers, ses stylos, laisser tout, abandonner tout, y compris femmes et enfants, et œuvres d'art et biens, etc. Parce que, en dehors du fait qu'il était président portugais, il a été aussi secrétaire général de la Société des Nations. Et en parallèle à cette carrière politique, c'était un homme littéraire qui faisait dans le roman érotique. Donc il a quitté le marasme de sa fonction présidentielle pour se mettre dans un bateau. Et ce bateau n'a pas été un bateau de voyageurs, mais au plus près, il n'y avait qu'un navire de transport de marchandises qui partait de Lisbonne dans les 3 jours. Et il a fait un voyage d'1 mois et demi jusqu'à Alger, pendant lesquels il a attrapé toutes les saloperies, les maladies qu'on peut attraper en soute d'un bateau de marchandises. Donc, il avait plein de pustules sur la peau, etc. Et puis à partir d'Alger, une petite villégiature, je pense qu'il a fait dans le sud algérien, en tout cas nous l'avons matérialisé dans ce film.
Et puis, il a bourlingué un peu du côté d'Annaba et en Tunisie. Et on lui a parlé de la perle de l'Afrique du Nord, donc Bougie. Il décide d'aller à Bougie. Il loue une chambre, la chambre 13, dans l'hôtel L'Étoile, qui est actuellement sur la place Guédon, qui sert de toit à notre chère cinémathèque de Béjaïa. Et il renouvelle sa location de chambre toutes les semaines pendant 11 ans, jusqu'à sa mort en fait. Il s'est établi là en se gardant la liberté de partir à tout moment. Mais en fait, il est resté à Bougie, il est mort à Bougie. Donc, voilà, j'ai eu à rencontrer le réalisateur avec lequel j'ai collaboré et à concrétiser ce tournage à Béjaïa d'un film dont les faits se situent entre les années 20 et alors de 26 à 31. Et le défi de cette production, c'est que le film gagnait à se faire ici, à Béjaïa in situ, parce que le personnage a noué des liens, et ça s'est vu dans ses livres, notamment son best-seller écrit dans la chambre 13, Maria Adélaïde. Un lien affectueux, philosophique et spirituel avec les montagnes des Babors de Béjaïa. Donc pour cette raison et mille et une raisons, le tournage ne pouvait pas se faire en Algarve en faisant croire que c'était Béjaïa, il fallait qu'il se fasse ici. Et le truc, c'est que ni à l'époque, ni maintenant, nous n'étions dotés de studios, etc., pour pouvoir reconstruire le Béjaïa des années 20. Et on a dû le faire in situ, dans une Béjaïa en mouvement de l'année 2016, avec les artifices qui faisaient croire à la période à la temporalité du film, donc les années 20 à cheval jusqu'en 31. Une très belle expérience qui a été très bien accueillie au Portugal. Ce film n'a pas eu de chance et je le regrette beaucoup parce que en fait, le scénario de ce film repose sur un triptyque. Donc il y a la partie portugaise sombre avec le régime militaire qui a pris le relais et qui a duré jusqu'aux années 70. Et la partie algérienne lumineuse, celle de la rencontre avec soi, de la production, de la prolifération littéraire, et puis cette vie de quasi ermite en villégiature qu'a vécu ce personnage, et puis une partie onirique qui a tout l'air d'être un renvoi sur sa jeunesse, mais qui n'en est pas. En fait, c'est juste quelques extraits du roman Maria Adélaïde, où le personnage principal ressemble étrangement à Teixeira Gomes jeune. Et alors, comme l'auteur faisait dans la littérature érotique, il était complètement justifié que dans cette partie romanesque, il y ait effectivement, selon le vœu du réalisateur, et en tant que productrice, je suis là pour défendre le réalisateur, que cette partie-là comporte une ou plusieurs scènes érotiques. Et donc, cette chose-là était restée en suspens entre nous. Moi, j'ai depuis le début voulu être claire avec ça pour ne pas la mettre comme un enjeu de négociation entre mes partenaires portugais et moi-même, entre l'Algérie et moi-même. Et qu'au contraire, je voulais, et je l'ai fait, assumer que si c'était la vision du réalisateur et par un point de vue artistique, etc., se justifier qu'il y ait une scène érotique dans le film, je voulais la défendre ici comme une entité commune à nos deux pays. C'est-à-dire qu'il n'était pas question, à un moment, j'ai eu la proposition de la part des Portugais de faire une version algérienne, une version portugaise, chose que j'ai réfutée à la seconde, parce que pour moi, on va faire un film en commun. Il est hors de question qu'il ait cette longueur de ce côté-là et qu'il soit mordu de notre côté. Donc oui, même politiquement, moi, je servais l'argument de dire, bon, l'Algérie
promet de s'ouvrir à la production internationale. Il y en a une qui est en cours. Il y va du respect de l'entité créative du réalisateur. Eh bien, prouvons que nous sommes à même d'accueillir des films qui se font librement chez nous et en commun avec d'autres pays. Donc j'ai défendu ça jusqu'au bout, si bien que à l'obtention du visa, comment on appelle ça? Oui, le visa de diffusion, comment on appelle ça? Hein? Voilà. Tu sais, le premier qu'on délivre, il est temporaire. Il est de 3 mois, ensuite on le renouvelle. Eh bien, celui-là, il m'a permis de faire l'avant-première nationale à Alger, une avant-première régionale à Béjaïa, parce que Béjaïa devait avoir la primauté de la sortie de ce film au sein de sa cinémathèque, et puis plus rien. Le visa n'a pas été renouvelé. Ah non, pas du tout. Et le film n'a pas pu être placé ici. Oui, je le regrette, mais je me dis que c'est un film qui va se garder au chaud pour un autre temps. Parce que c'est juste trop bien qu'il ait existé. Et avec ça, j'ai coécrit la partie algérienne avec le réalisateur, Paulo Montero. Si je ne l'ai pas cité, au moins je répare cette maladresse. Et Teixeira Gomes a été soutenu par un personnage qui n'est pas fictif, hein, qui est réel, qui est le personnage de son aide de camp, Kabil, à Mokran, et qui a été merveilleusement campé par Idir Benaibouche. Voilà. Ah oui, après Zeus, avec Rahma Ben Hamoul Madani, donc réalisatrice franco-marocaine, née en Algérie, on a fait un court-métrage qui s'appelle Univers Kateb. Alors ça, c'est un court-métrage qui a été la résultante d'une expérience qu'on a commencé toutes les deux, à l'opportunité de la rencontre avec des anciens comédiens de la troupe théâtrale de Kateb Yassine, donc des gens qui sont encore là. La réalisatrice a voulu les faire se rencontrer avec des jeunes théâtreux. Et comme j'adore travailler en région, donc je retourne à Béjaïa, un terrain que j'ai à ce moment-là pas mal éprouvé et joyeusement éprouvé. Et là, on a affaire à un panel, mais c'est pas le mot, hein, un groupe de jeunes gens, garçons et filles qui avaient 20 ans à l'époque, qui sont des amoureux du théâtre. Et l'idée, c'était de faire se rencontrer ces jeunes-là avec les comédiens de la CT sur une adaptation de la pièce Mohamed prend ta valise. Ah, oui. Alors, les premières sessions de tournage, le film n'avait pas encore pris une direction une direction autre que strictement la rencontre de deux générations, une génération qui est née après la mort de Kateb Yassine et des personnes de la génération de Kateb Yassine et qui ont travaillé avec lui sur un objet, une œuvre théâtrale. Ça a donné le court-métrage documentaire Univers Kateb. Je pense que ce documentaire et le tien sont passés dans la même édition des RCB. Il y avait un sentiment de non abouti avec ce travail et on a voulu le perpétuer parce que le groupe de jeunes sont juste merveilleux. Et tout à l'heure, je réponds encore à ta question. Voilà, j'adore filmer les Algériens. Et je sais par expérience que dans toutes les apparitions des Algériens, que ce soit dans des documentaires ou dans des fictions, pour avoir été dans des salles à l'étranger, à l'international, c'est quelque chose qui ravit à chaque fois la curiosité. Oui, il y a un petit émoustillement, je ne sais pas si ça se dit le mot. Tu sais, émoustillage, je ne sais plus. Bref, on s'émoustille à la parole des Algériens quand
quand ils se regardent, quand ils parlent d'eux, quand ils se décrivent, quand ils s'interrogent, quand ils interrogent leur mal-être ou leur exception. Je donne un exemple de ça. Firassi rond-point de Farhani. Tu vois le terreau que c'est un documentaire. Tu te dis, quelle chance extraordinaire que d'être tombé sur les perles que ce film a emprisonnées en lui, mais d'autres dans un abattoir, tu vois un peu, et tu vois un peu les profils que ce film a révélés. Et en fait, ce film, il a juste été là, dans une instantanéité, et en dehors de cette instantanéité merveilleusement restituée par Farhani, eh bien, dans la rue, il y a ça comme matière. Voilà. Alors ça nous a donné envie de continuer cette expérience avec un autre film. Celui-là, il sortira en 2025. Alors, ce film-là s'appelle Le Peuple. C'est en fait... après la sortie de Univers Kateb, Rahma et moi, on n'a pas voulu s'arrêter là, mais on s'est dit il faut continuer encore à filmer ces jeunes. Donc elle a continué à revenir par session de 2-3 par an, filmer les jeunes dans les mêmes conditions, le théâtre, l'interrogation de leur société, de leur présent, à travers quelques tableaux de la pièce Mohamed prend ta valise. Bon, Mohamed prend ta valise, il y a 26 tableaux. Nous, on a choisi des thématiques qui leur collent à eux. Donc, il y a celle de l'exil, de l'identité et de la démocratie, du changement démocratique. Et bien sûr de la colonisation. Et donc, elle a continué encore à les filmer. Et en les filmant, ils se retrouvent embarqués en 2019 dans la merveilleuse aventure du Hirak. Et donc, il y avait à chaque fois un renvoi sur... C'est comme si que l'applicabilité de la pièce s'étendait à un segment du possible et dont il se retrouvait l'acteur, parce que le Hirak a été conduit par des gens qui ont 20 ans, hein, c'est pas les quarantenaires, et c'est les gars qui ont vécu les 20 ans de Bouteflika, qui sont décomplexés d'un tas de choses qui ont élevé le mouvement vers sa dynamique la plus belle, et ils en sont. Donc c'était intéressant de les filmer. Manque de peau, le Covid arrive, et donc bon, tout le monde s'est arrêté de faire. Et moi, pendant ce temps-là, Moussa décède, donc on est en 2019. Je garde ma société avec Moussa, donc MHP, Moussa Haddad Production, et j'en crée une autre dans la foulée quand on a obtenu un fonds d'IAFAI pour ce film-là, qui s'appelle Les Films du 22, tu vois un peu le truc, les films du 22 février, dans le sens. Et on continue avec un long métrage documentaire qui s'appelle Le Peuple, donc celui-là qu'on a enfin pu terminer. Et qui a eu un tas de problèmes, enfin de problèmes, c'est pas des problèmes, parce que dans le cadre d'un documentaire, c'est génial, les problèmes ne sont pas des problèmes, ça n'arrête rien, au contraire, ça vient s'intégrer au tissu du film. Donc en gros, le Covid, bon, ça c'est tout le monde. Une fois sorti de la crise de fermeture des frontières, il y a eu la crise de rupture des relations avec le Maroc. Ma réalisatrice est marocaine, on s'est retrouvé avec 70%, 80%, en tout cas, il manquait une partie pour finaliser le travail entamé en commun. Il y a eu un flottement parce que moi, de mon côté, je me suis retirée. On attendait une accalmie de ce côté-là, et puis elle n'est pas venue. Et on a trouvé le moyen de terminer les tournages manquants, mais à l'étranger, puisque le tableau de l'exil était déjà invoqué et dans la pièce et dans le parcours des rencontres qu'elle a eues avec les jeunes. Et forcément, l'arrêt du Hirak a été suivi par une vague de désillusions et de retombées comme ça, des spots d'espoir qui se sont allumés dans la tête des jeunes, et dans la tête des jeunes en particulier. Et donc beaucoup des protagonistes qui ont joué dans le film sont partis.
Et donc, l'idée était venue de finir le film sur cette idée d'exil, tout en restant collé à la personnalité de Kateb Yassine et à son travail. Donc, oui, Le Peuple, dans la post-production, s'est terminé juste cet été et on prévoit de le sortir en 2025. Ce serait quoi le déclic qui te... Même si tu l'as un peu évoqué en substance pendant la conversation, ça serait quoi le déclic qui te pousserait à revenir sur le devant de la scène ciné, c'est-à-dire donc à que cet exercice-là, cette activité-là de productrice redevienne essentielle, ton moteur dans ton quotidien? 20 ans durant, j'ai partagé la vie de Moussa. Et comme tu le sais, et comme c'est visible de tout un chacun, nous avons une grande différence d'âge. Une merveilleuse différence d'âge, parce que je me dis que ça rejoint l'exception de ce couple. Et depuis le premier jour de cette évidence qui habite quelqu'un qui rencontre le partenaire de sa vie, je pense à l'après Moussa. Depuis toujours, en fait, depuis que je vis avec lui, dans ma tête, il y a qu'un jour, ça va peut-être s'arrêter. Et de tout ce qu'on a vécu, et de tout ce qu'on a fait de beaux enfants, par ailleurs, mais on a beaucoup travaillé ensemble. Et tu vois, cette zone de travail, cette lancée que j'ai eue à ses côtés, tout en n'étant pas sur ses plates-bandes, parce que j'ai jamais eu l'ambition de faire de la réalisation, je me trouvais et je me trouve encore parfaitement bien dans la production que je vis, mais vraiment, tu ne peux pas t'imaginer que je vis dans ces dimensions les plus humaines. Et aussi un peu dans l'écriture. Et je me disais, pour me donner du courage, qu'après Moussa, j'allais devenir un rouleau compresseur avec ma petite structure et ne faire que ça. Et donc pour moi, c'était un refuge mental en me disant, toutes mes énergies, je vais les convertir à faire des films, à explorer des thématiques qui me tiennent à cœur, à préserver ma zone de liberté et la latitude dans laquelle je me situais pour pouvoir faire les choses comme moi je les entendais et pas comme il était d'usage de faire. Et je prévoyais ça, et puis il y a eu ce basculement de l'état de la cinématographie dans le pays qui a fait que ça m'a enlevé ce terrain. Bien que ça a été une décision délibérée que j'assume, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler parce qu'on me pose pas la question. Mais là, aujourd'hui, même si ce n'est pas le propos de notre intervention, mais c'est une vérité que je me dois de restituer. Alors je suis privée de ce terrain d'exercice, de ce terrain de pratique qu'est la production. Parfois, en étant optimiste, je me dis il faut subsister jusqu'à trouver le bout de l'entonnoir. Et tu sais, au bout de l'entonnoir, c'est rectiligne. Donc pour le moment, je suis encore dans la zone sphérique plus ou moins plus grande que moi. Et donc je me débatouille un petit peu pour essayer de trouver la formule. Je sais qu'un jour, je vais atteindre le bout de l'entonnoir pour que, après, tous ceux qui auraient gagné ce rivage-là seraient à égalité pour terminer le petit bout à équidistance de bord à bord. Tu as compris le truc? Pour le moment, je ne l'ai pas trouvé. Et je fais autre chose. Ou regarde, on a pu quand même mener à bon port, malgré tous les arrêtoires, ce film.
Et donc oui, j'ai juste trouvé la formule et me réembarquer dans quelque chose qui serait le résultat de mon adaptation avec les données actuelles si elles venaient à perdurer, ou alors ce que j'espère par-dessus tout, le déclic que j'espère par-dessus tout, c'est que par le haut, le processus en cours depuis que ce pays existe après son indépendance, je veux dire, mais qui est la somme de son histoire aussi loin qu'elle remonte, que ça aboutisse enfin sur une gouvernance qui soit l'émanation de ce peuple. Et je sais qu'un jour ça va finir par arriver. C'est un travail long et lent, et la conscience collective l'a intégré comme étant quelque chose qui va prendre le temps. Ça, je le sens, c'est juste le feeling. Et moi, je fais preuve de patience, comme tout le monde, en faisant ce que je peux, en attendant qu'un jour je fasse ce que je veux, et bien plus encore. Arrête là. Allez. Merci beaucoup, Amina. C'est moi. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.